Bien sûr, la galaxie était en plein chaos. Bien sûr, il était de son devoir d'y amener l'ordre. Bien sûr, toute l'humanité dépendait de lui, de son plan. Bien sûr, les légions de Space Marine n'étaient que des outils. Et bien sûr, les Primarques ne seraient que les artisans usant de ces outils sous ses ordres. Tout cela est vrai, mais tout cela est également une erreur. En jouant avec la vie, l'empereur l'a créée. En manipulant la biologie, l'empereur a mis au monde. Ainsi, au-delà des outils, au-delà des êtres divins, il avait donné naissance à ses enfants, les Primarques, tous porteurs de son héritage, d'une part de lui-même. Tout comme les Space Marines portaient le patrimoine de ces mêmes Primarques, faisant d'eux, de fait, leurs enfants. Par les truchements des dieux sombres, l'empereur n'avait pu être là dans la jeunesse de ses fils. Une absence bien vite oubliée lorsqu'il les retrouva lors de sa grande croisade. Tout de suite, il vit que les artisans de son grand plan avaient grandi, prêts à prendre leur place à ses côtés. Mais tous n'étaient pas égaux dans leur éducation. Certains avaient vécu des traumatismes, d'autres avaient manqué de repères, et certains avaient juste joué de malchance. Et l'absence de leur père pour les guider ne fut que l'étincelle de leur déchéance. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tous les Primarques, mais de ceux qui sombrèrent du côté du chaos. Et là encore, 4 en particulier. Les 4 s'étant à présent dédiés chacun à l'une des grandes figures infernales, Khorne, Tzeentch, Nurgle et Slaanesh. 4 Primarques qui transmirent leur propre échec à leurs enfants, tout comme l'empereur le fit avec eux. Aujourd'hui, parlons de ces Primarques déchus. Quand le père est absent, se libèrent les forces du désordre. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter vos figurines moins chères sur MyHobbyPlace. Et en même temps, si vous voulez suivre mes créations hobbystiques, vous pouvez aller sur mon Instagram. Bon visionnage à vous. Lors de la disparition des nouveau-nés Primarques à travers la galaxie, Angrone fut parmi les plus malchanceux. Son nouveau berceau se trouva être la planète de Nuceria. Seul dans les steppes glacées, sa première rencontre fut avec des créatures Xénos hostiles contre lesquelles il ne put que réagir en attaquant, une pierre à la main, prenant ainsi ses premières vies. Dès ses premiers instants dans l'existence, le jeune Angron était déjà un meurtrier. Nuceria était un monde civilisé mais hostile, dominé par une caste de dirigeants élitistes vivant dans l'opulence et dominant brutalement la population. Capturé par des esclavagistes, le jeune Primarque se retrouva projeté dans des immenses arènes, destinées à se battre, à tuer, à écraser les autres pour survivre, et ce, pour le bon plaisir de ses maîtres et de la population divertie par ces jeux mortels. Toute l'enfance d'Angrone ne se résuma qu'à la violence. Tuer ou être tué. Frapper avant de l'être. Vaincre, dominer. Le vermillon du sang versé. Le fracas métallique des armes. Les cris de douleur. Les applaudissements ponctuant chaque coup extrême. À cet instant, toute sa vie ne se résumait qu'à ces stimuli. Tout ceci lui tint lieu d'éducation. Sa force, sa stature, sa résistance, sa combativité. Angrone devint bien vite un gladiateur attitré de la cité de Deschea, destiné à divertir les masses de ses combats, tous plus sanguinaires les uns des autres. Combattre les mystérieux et aberrants pouvoirs d'un Psyker, affronter de monstrueux abhumains, s'échapper du ventre d'un ver géant Int en tentant de sauver l'un de ses camarades. Chaque jour, les combats devenaient plus cruels. Chaque jour, la foule scandait son nom. Il ne comprenait pas. Tout cela n'avait aucun sens.
Dans cet enfer existait un homme, Enomaüs, un autre gladiateur, un mentor, lui transmettant les traditions et les règles. Une figure paternelle, apportant un brin de réconfort et de camaraderie dans un enfer constant. Angron avait aimé cet homme comme un père. Grâce à lui, il avait compris que les spectateurs n'étaient pas les véritables ennemis. Oppressés, ils ne pouvaient que se réjouir de leur piètre situation en constatant l'horreur de la leur. Les vrais ennemis étaient en haut, bien au-dessus, l'élite, les dirigeants. C'est grâce à Enomaüs qu'Angron apprit à diriger sa colère. C'est grâce à son soutien inconditionnel qu'il put connaître l'amour fraternel au milieu des carnages. C'est grâce à son modèle qu'il devint lui-même une figure de réconfort pour les autres gladiateurs, d'autres miséreux, malchanceux, exploités, tout comme lui. Ensemble, ils formaient une famille, unie dans la fureur des combats et la volonté de survivre. Angron accepta sa situation. Sa vie était ainsi. Peu à peu, les acclamations de la foule lui parurent moins comme des cris hostiles, mais plus comme de la vénération. Leur soif de sang n'était que le reflet du plaisir qu'ils prenaient à le voir combattre de manière si impressionnante. Ce qu'ils percevaient comme de la haine, c'était de l'amour. Angron se battait, et il était aimé pour cela. Jusqu'à ce qu'il soit trahi par ce public assoiffé de sang. Après un combat titanesque aux côtés d'Enomaüs face à deux monstrueux abhumains, la foule n'était toujours pas rassasiée. Elle en voulait plus. Plus de vermillon sur les sables de l'arène, plus de fracas des armes, plus de violence. Ils réclamèrent un duel à mort entre les deux gladiateurs. L'ingratitude, l'insatiabilité de ces miséreux, leurs regards braqués sur eux alors que leurs vrais ennemis étaient au-dessus. Angron, bien sûr, refusa. Ainsi vint sa damnation. Ces geôliers s'emparèrent de lui et procédèrent à l'opération scellant son destin, l'implantation des griffes du boucher, des augmentiques d'un autre âge, supprimant toute notion de plaisir, ne laissant que douleur et souffrance, comme un poignard douloureusement enfoncé en permanence dans votre cerveau. Face à cette horreur, seule la pulsion d'adrénaline générée par le combat, et même plus le massacre, permettait l'espace d'un court instant d'oublier la douleur et de ressentir cette sensation si fugace, si rare à présent, cette sensation de sérénité. La monstrueuse psychochirurgie plongea Angron dans un monde de souffrance. À son réveil, enchaîné et recouvert de sang, il apprit qu'après l'opération, il avait enfin suivi correctement les ordres de ses maîtres et avait massacré Enomaüs. Son esprit n'était plus le sien. Son corps n'était plus que le bras armé de ses pulsions. Colère et haine furent les seules choses qu'il apprit de tout cela. Une rage dévorante qu'il dirigea contre ses véritables ennemis, les souverains de Nuceria. Car non, cette existence n'était pas la seule réalité possible, et il allait le prouver. Sa force absolue, jusqu'ici conditionnée par sa vie de gladiateur lui ayant servi d'unique modèle, devint l'instrument de sa rébellion. Menant les autres esclaves avec lui, ils se soulevèrent et déchaînèrent un tsunami de violence, d'abord sur la cité de Deschea, puis sur les cités voisines. De cette manière, ils parvinrent à se libérer. De cette manière, ils firent trembler les souverains de Nuceria, au point que ces derniers, face aux pertes subies, en arrivèrent même à vouloir négocier avec Angron, lui promettant simplement le retour à son ancienne vie de gladiateur, le pardon pour ses actes et la joie des acclamations au cœur des arènes. Angron, la fureur incarnée, refusa. Comment pouvait-il en être autrement? Lui et les siens continuèrent de se battre, tuant, incendiant, détruisant. Mais peu à peu, leurs forces diminuèrent face aux puissantes armées réunies de tout Nuceria. Sur le flanc d'une montagne leur servant de dernier repère,
les gladiateurs se préparèrent à livrer une dernière bataille. Aujourd'hui, ils devaient mourir. Mais peu importe. Angron vivrait ses derniers instants auprès de ses frères, dans une glorieuse ultime bataille. Quant à la mort, elle ne serait que la fin de son tourment. Tout était juste à cet instant. Au moment de l'ultime charge, ce dernier bonheur lui fut refusé. Un puissant halo de lumière l'entoura, et en un instant, il se retrouva loin du sable de Nuceria, sur le sol ferreux d'un vaisseau spatial en orbite, face à un être de lumière et entouré de ses gardes d'or. L'empereur. Son père. Sans un mot, Angron le devina, le ressentit en lui. Cet homme était son père, non, son créateur. Mais peu lui importait, ses frères avaient besoin de son aide maintenant. L'empereur, focalisé sur son grand plan, refusa. Cette planète n'était rien. Ses habitants ne comptaient pas. Face à la conquête de la galaxie, de tels enjeux triviaux se devaient d'être ignorés. Angron ne put réagir que d'une seule manière, par la colère. S'attaquant à cet être aussi méprisable que les souverains de Nuceria, il abattit sans peine l'un de ses gardes custodiens, avant que l'empereur ne le fasse téléporter de force sur un autre vaisseau, celui de la 12e Légion des Astartes, les Warhound. Là, les propres fils génétiques du Primarque l'attendaient avec impatience, prêts à être guidés dans leur discipline et leur chemin guerrier, tout comme les autres légions avant eux ayant pu bénéficier de la présence éclairée de leur Primarque. Les Warhound s'étaient attendus à tout concernant leur Primarque. Sa sagesse, sa force, sa compréhension, sa dureté. Tout, sauf sa rage et son rejet. Fou de colère et incontrôlable, Angron fut enfermé dans la soute du vaisseau amiral. Là, les officiers Astartes se succédèrent pour essayer de calmer la fureur de leur père, et un à un, ils furent massacrés. Lorsque ce fut au tour de Karn de se confronter à Angron, en tant que capitaine de la 8e compagnie, il ne flancha pas. Serein, stoïque, il fit face à la fureur de son paternel. Tout comme l'empereur avait psychologiquement blessé Angron par sa non-considération, le Primarque blessa physiquement son fils, le frappant, lui brisant les os. Et pas un instant, le Warhound ne songea à se rebeller, encaissant la rage et conservant toute sa volonté pour survivre à cet assaut. Alors qu'il gisait, brisé, au pied d'Angron, Karn continua de parler. Il ne demanda pas grâce, non. Au lieu de cela, il se livra. Ses souvenirs de bataille, les conquêtes de ses frères, les autres légions, l'empereur. Contrairement à ce dernier, il prit le temps de tout expliquer à son père aveuglé par la rage et la douleur. Une démonstration de courage qui, pendant un instant, amadoua le cœur enragé du Primarque. Celui-ci confia à son tour son histoire, son passé de gladiateur, les crocs du boucher, son prétendu sauvetage. Par cet échange, ce simple fait de parler et de s'écouter mutuellement, Karn gagna le respect d'Angron, parvenant à lui faire accepter de prendre la tête de la Légion, renommée sous ses ordres les World Eaters. Si l'empereur n'avait considéré Angron que comme un outil, faisant fi de ses réels désirs, il en fut de même pour Angron envers ses fils. De lui, ils ne reçurent que le mépris. À ses yeux, il n'était rien de plus que de pitoyables chiots apeurés, quémandant son affection, bien loin des chiens de guerre enragés et brûlants de vie qu'avaient été ses compagnons gladiateurs. Pas un instant, Angron n'avait songé à participer à la Grande Croisade. Et un jour, tout comme l'empereur l'avait abandonné après l'avoir soi-disant sauvé, le Primarque abandonna également ses enfants. Pendant 2 longues années, il disparut, plongeant dans la tourmente les World Eaters. Contrairement aux autres légions nouant des liens avec leur père, ceux-ci ne parvenaient pas à comprendre leur géniteur, ni à être compris par lui. Pourtant, ils l'aimaient. Il s'agissait tout de même de leur père génétique, celui qui devait les guider, une force guerrière incomparable suscitant l'admiration. Les Astartes voulaient le retrouver. Ils voulaient être acceptés. Ils voulaient compléter le vide au sein de leur grande famille de guerriers. Et ainsi,
2 ans passèrent. 2 ans avant que Karn retrouve finalement Angron. Ce dernier s'était simplement échappé dans une navette en quête d'une planète où un ennemi assez puissant lui offrait enfin la mort que l'empereur lui avait refusée. Karn le supplia de revenir, ne recevant encore une fois que mépris en retour. Il ne comprenait pas, il ne pouvait comprendre, mais il le voulait. Alors, par amour pour son père, dans un désir sincère de se rapprocher de lui, de suivre son modèle, il mena les World Eaters vers leur damnation. Un à un, sous l'impulsion du capitaine de la 8e compagnie, les Astartes acceptèrent de se greffer à leur tour les griffes du boucher. Ainsi, ils pourraient comprendre la douleur et la rage d'Angron. Ainsi, ils verraient le monde par son regard. Ainsi, en se modelant à son image, peut-être qu'enfin il serait accepté. La frontière est mince entre l'amour et la haine. Ces 2 émotions intenses proviennent de la même origine, l'attachement. Ainsi, basculer de l'un à l'autre ne nécessite des fois qu'un seul acte. Par amour de leur primarque, Karn et les World Eaters sombrèrent dans la haine, la folie guerrière, la soif de sang, la rage dévorante. Remodelés à l'image de leur géniteur, ils le suivirent fidèlement dans ses carnages, jusqu'à ses rébellions envers l'empereur au cours de l'hérésie d'Horus, jusqu'à même sa transformation monstrueuse en prince démon du chaos. Et même là, même en ayant tout sacrifié pour lui, ils ne reçurent de sa part que le mépris, mais également la promesse d'une voix, la voix de l'étoile à 8 branches. Certes, il n'était pas de sa famille, il ne le serait jamais, mais s'il suivait la voie du chaos, la voie du sang, la voie de Khorne tout comme lui, alors peut-être, seulement peut-être, qu'Angron pourrait envisager de leur accorder un infime fragment de son respect. Si tant est que son esprit corrompu et aveuglé par la rage soit encore capable de telles considérations. Ce qu'Angron avait appris et transmis à ses fils, c'était le pouvoir de l'amour. L'amour est puissant. C'est une force mystérieuse et intangible, capable de pire comme du meilleur. C'est par amour de sa famille de gladiateurs qu'Angron ressentit l'innommable douleur de leur perte, menant à la libération de sa fureur. C'est par l'absence d'amour de l'empereur qu'Angron ne put être compris, se destinant à inévitablement devenir l'ennemi du maître de l'humanité. C'est par le besoin d'amour que Karn et les World Eaters se condamnèrent à la même damnation que leur primarque. Dans des aspects contraires, c'est l'amour qui, ensemble, les firent sombrer dans l'éternel bain de sang de Khorne, incarnation de la haine, de la violence et du carnage. J'ai tué beaucoup d'ennemis et gagné beaucoup de batailles, et je vous dis qu'il n'y a pas de grand secret pour réussir à la guerre, pas de subtile astuce stratégique qui ait sauvé mes ennemis. Je cherche l'ennemi, j'attaque dès que je le peux, et avec toute la force que je possède, je déchire ses soldats et je détruis ses forteresses. Je ne laisse que des cadavres derrière moi, et je passe à autre chose. C'est ce que mon primarque m'a appris, et je trouve que sa sagesse s'est révélée efficace sur 100 champs de bataille. Lors de la dispersion des primarques, à l'inverse d'Angron, Magnus eut de la chance. Il se retrouva sur la planète Prospero, un monde d'érudition et de mysticisme. Là, faisant preuve de ses talents psychiques innés, il fut élevé par les sorciers de ce monde. L'être, qui se révéla bien vite surhumain de par ses capacités et son apparence de géant à la peau rouge, fut ici bien entouré, encouragé, éduqué. En ce lieu, il ne trouva qu'érudition et connaissance à développer. Très tôt, son affinité avec les énergies du Warp fut considérée non pas comme un danger, mais un don, une bénédiction. En grandissant, Magnus prit rapidement la régence de Prospero, amenant ce monde vers un âge d'or. Les cités prospères s'élevèrent dans les cieux.
La population se développa dans la valorisation de la quête du savoir. Ici, toutes et tous étaient encouragés à évoluer, à apprendre, à comprendre, à cultiver chacun son propre don. Ainsi, c'est une civilisation prospère, à l'image du nom de ce monde, qui s'éleva dans ce coin de la galaxie sous la guidance éclairée d'un primarque. Avant même de le rencontrer en personne, Magnus avait déjà forgé un lien fort avec l'empereur. Tous deux s'étaient déjà liés dans les terres, se croisant et voyageant ensemble par la puissance de leurs esprits sur le plan astral. Le primarque avait hérité de la force psychique de son père, et ce dernier, à travers lui, avait rencontré l'un de ses fils avec qui partageait ses visions d'un autre monde. L'empereur lui partagea donc sa vision, ses pensées, ses espoirs. Ensemble, ils conversèrent, débattirent, échangèrent. C'est pourquoi, lorsque l'empereur arriva physiquement sur Prospero, lui et son fils ne furent pas surpris de se voir. Aucune présentation ne fut nécessaire. L'un comme l'autre se retrouvèrent comme s'ils s'étaient quittés la veille. Magnus prit la tête de la 15e Légion, les Thousand Sons. Ses fils génétiques, à sa propre image et celle de son père, étaient très réceptifs aux énergies psychiques, faisant preuve de pouvoirs psychiques tout à fait naturels pour eux. Bien que la Légion subissait parfois les revers de ses dons, à travers des mutations corporelles incontrôlables, le primarque, tout comme son père avant lui, encouragea ses fils à développer leurs dons, leurs connaissances, ne limitant jamais leur quête de nouveaux savoirs, qu'ils soient considérés comme appropriés ou occultes. Tout devait être étudié, appris, compris, pour le bien et l'élévation de l'humanité tout entière. Mais lors de la Grande Croisade, des voix s'élevaient contre la pratique dite de sorcellerie des Thousand Sons, notamment de la part de la Death Guard et des Space Wolves. Dans ce contexte, fut tenu le concile de Nicaée, où Magnus fut confronté à ses détracteurs, tentant de se défendre avec le soutien de certains de ses frères, l'indifférence de beaucoup et l'hostilité de plusieurs. Pour ces derniers, la sorcellerie n'était que le chemin du pouvoir corrupteur. Bien sûr, Magnus tenta de s'en référer à son père. Son royaume n'était-il pas fondé sur la recherche du savoir et de la raison? Mais à sa grande surprise, l'empereur refusa de l'écouter et se rallia à l'avis de ses détracteurs. À partir de maintenant, l'éducation des Psykers allait être durement contrôlée, et toute étude liée à la magie et la sorcellerie était désormais interdite. Dévasté par ce changement d'attitude de la part d'un être qui l'avait toujours encouragé, Magnus accepta la sentence malgré l'effroyable choc, la rupture d'un lien intime avec son père qu'il croyait privilégié et la négation même de tout ce qu'il avait incarné jusque-là. Et il demeura seul avec cette sentence. À partir de là, l'empereur coupa tout contact direct avec son fils. Le temps passa, et la Grande Croisade poursuivit son cours, sous la houlette de son frère, le maître de guerre Horus, désigné par l'empereur lui-même pour ce rôle. Malgré les interdits, Magnus ne pouvait se résoudre à nier entièrement qui il était, ses capacités, ses connaissances. Il ne pouvait ignorer les visions venant naturellement à lui, des visions du passé, du présent et du futur. Et parmi elles, une vision glaçante. Au cœur du Warp, dans les royaumes des dieux sombres, il vit l'âme d'Horus être corrompue. Il tenta de sauver son frère, mais celui-ci le rejeta. Le primarque vit alors ce qui attendait l'Imperium, la grande hérésie, et tout le cortège de destruction qu'elle promettait. Contre la volonté de son père, Magnus usa de toute la puissance de ses pouvoirs psychiques. Il projeta ainsi sa conscience à des années-lumière de cela, à une vitesse inimaginable, jusqu'à la Sainte Terra, afin bien sûr de prévenir l'empereur du danger. Se heurtant aux défenses psychiques sur place, certain du bien fondé et de l'urgence de sa démarche, Magnus brisa les barrières spirituelles pour se projeter auprès de son père et le prévenir du danger. Mais inconscient des projets de ce dernier, il ne réalisa que trop tard qu'en faisant cela,
il avait ouvert une brèche entre le Warp et le palais impérial, faisant s'effondrer par là même le grand projet de l'empereur, la conquête de l'antique toile des Aeldari. Les forces du chaos se déversèrent dans la brèche, brisant le rêve de l'empereur pour l'humanité. Furieux, celui-ci refusa d'entendre son fils et le rejeta. Et détournons un instant notre regard de cette tragédie pour nous tourner vers une autre relation père-fils, à travers Azek Ahriman. Dans les premières recrues des Thousand Sons, il s'éleva rapidement au sein de la Légion, faisant preuve de prouesse martiale honorable et de capacité de divination et d'anticipation tout à fait remarquables. Mais dès le départ, les capacités psychiques de la Légion les laissèrent en proie aux mutations, et alors que les guerriers tombaient un à un en désuétude, les retrouvailles avec leur père génétique, Magnus le Rouge, les sauva de la damnation. Sans qu'ils ne sachent par quel prodige, le primarque parvint à stabiliser ses fils. Plus qu'un sauveur, son père génétique devint un modèle pour lui, l'encourageant, le poussant à évoluer toujours plus loin dans sa quête de connaissances. Ahriman fit de Prospero son monde d'adoption. Baigné dans cette atmosphère d'érudition et de magie, le Space Marine évolua, devenant le maître archiviste de la Légion, le novice et le bras droit de Magnus, le capitaine du temple des Corvidae, l'un des cultes sorciers fondés par le primarque, centré sur la divination. L'histoire entière d'Ahriman est si dense que, comme beaucoup de figures de cet univers, il mériterait tout un récit dédié. Mais ici, nous nous concentrons sur les schémas familiaux répétitifs. Retenez bien que le Seigneur Sorcier avait développé une connexion privilégiée avec Magnus, tout comme ce dernier, fut un temps, l'avait fait avec l'Empereur. Tant de récits tragiques parcourent l'histoire, et parmi ceux-là, les erreurs de Magnus et d'Ahriman sont, à mon sens, parmi les plus bouleversants. Après la catastrophe déclenchée par Magnus sur Terra en tentant d'alerter son père, ce dernier envoya les Space Wolves pour le convoquer afin qu'il puisse répondre de ses actes. Une flotte d'expédition devenant une flotte d'extermination lorsque le maître de guerre Horus, fomentant sa rébellion, donna de nouveaux ordres, éradiquer les Thousand Sons, perçus comme un élément imprévisible dans le grand plan de l'hérésie. Ainsi vint le sac de Prospero, la destruction d'un monde érudit au sommet de son développement. Lorsque toute la fureur des loups de Fenris se déversa sur la planète, Magnus s'enferma dans ses quartiers, se refusant à combattre, acceptant fatalement son sort. Une attitude incompréhensible aux yeux d'Ahriman. Comment pouvait-il les laisser faire ? Comment ne pouvait-il pas défendre ses enfants face à leurs oppresseurs ? Tout comme l'empereur ne prit pas la défense de Magnus lors du concile de Nukai, celui-ci laissa également ses fils face à leur destin. Du moins, pendant un temps. Voyant sa légion sous l'égide d'Ahriman prendre les armes et mettre en place une défense désespérée, Magnus ne put se résoudre à totalement abandonner les siens, pour qui il était si dévoué. Il combattit alors à leur côté, n'entraînant pas pour autant un renversement de situation face à l'impitoyable punition de l'Imperium. Ainsi, au bord de la ruine et de la destruction, Magnus fit appel à une entité familière. Celui qui avait déjà murmuré les mots de pouvoir pour protéger ses fils de la dégénérescence. Celui qui était demeuré tapi dans l'ombre, à chaque syllabe d'un sortilège, glissant sous chaque flux du Warp. Tzeentch, seigneur du changement. À présent, il était la seule échappatoire. S'offrant à lui, Magnus entraîna lui et ses fils survivants dans le Warp, sur leur nouveau monde, la planète des sorciers. Effondré, le primarque n'était alors plus que l'ombre de lui-même, se laissant aller dans les murmures de Tzeentch, alors que les prétendues bénédictions de ce dernier reprirent de plus belle, mutant les corps et les esprits des Thousand Sons piégés au cœur de l'œil de la terreur. À nouveau, face à l'inaction de son père, Ahriman ne put se résoudre à la même fatalité. Réunissant un conclave de puissants sorciers,
et il décida de sauver ce qu'il restait de leur légion de la damnation à travers un sort d'une puissance inimaginable. Un sort qui fut nommé le Rubricae ou l'effacement d'Ahriman. Lorsqu'il fut lancé, ce fut une véritable tempête psychique qui se déchaîna sur la planète des sorciers. Et de par un aspect, l'effet escompté arriva. Les Thousand Sons furent libérés des odieuses mutations de Tzeentch. Mais en retour, seuls les plus puissants sorciers demeurèrent indemnes. Pour tous les autres, le sort fut bien plus terrible. Leurs corps furent changés en poussière et se retrouvèrent prisonniers dans leurs armures, ne laissant d'eux qu'un minuscule fragment de conscience à peine décelable, les transformant en automates sans âme. Tout comme Magnus avait voulu protéger l'empereur en le prévenant de l'hérésie d'Horus, Ahriman avait voulu protéger les siens. Tous deux, dans leur orgueil et leur inconscience, se servirent de pouvoir dépassant de loin ce qu'ils pouvaient réellement imaginer. Et tout comme l'empereur rejeta Magnus, Magnus, à son tour, rejeta son fils Ahriman suite à la catastrophe qu'il avait déclenchée. Magnus s'était exilé dans l'œil de la terreur, et à son tour, Ahriman se retrouva également exilé. Le même schéma, la même volonté de bien faire et les mêmes erreurs. Magnus remine dans sa tour sombre, sondant les profondeurs du grand océan pour y trouver l'approbation, un signe validant à ses yeux qu'il a eu raison d'agir comme il l'a fait. Il n'y trouvera rien, car il n'y a rien à trouver. Jamais ses actes ne lui ont appartenu. Il avait oublié la première règle du mystère. Magnus a laissé son ambition et son orgueil lui masquer ses défaillances, ainsi que le fait de savoir qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort et de plus puissant que vous. C'est une erreur que je ne commettrai pas. Mais nous demeurons des créatures de chair, enclines à répéter nos erreurs passées. J'ai donc pris le soin de m'entourer de dénégateurs qui tiendront la bride à mon arrogance. La lignée des Thousand Sons est née de cette puissance qui s'épanouit autour de nous. Nous avions reçu l'opportunité de récolter et de transmettre la connaissance d'une dimension cachée, mais nous avons échoué à saisir la plus splendide des occasions. Certains, parmi les vestiges de la Légion, en sont à considérer que la puissance du grand océan ne peut pas être maîtrisée, que notre malédiction en est la preuve nette et évidente. Ceux-là se trompent. Arrêtons-nous là quelques instants. Prenez le temps de méditer sur les erreurs de tout à chacun, de ces êtres dits surhumains et pourtant, dans toute leur tragédie, terriblement humains. Amour, haine, complicité, rejet. L'empereur, ses fils et leurs propres fils ne sont pas immunisés à tout cela. Après ces deux primarques et leurs deux enfants, nous allons pouvoir nous pencher sur les autres, Mortarion et Typhus, ainsi que Fulgrim et Lucius. Tout cela à venir bientôt dans la seconde partie de cette vidéo.